Bonjour, bienvenue à tout le monde dans ce talk. Je vais passer directement parole. Je crois que c'est Alain qui commence, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Ok, oui, Voilà. oui, ok, très bien. Voilà, donc bienvenue tous les deux et merci de nous faire la leçon aujourd'hui. Voilà, donc Très bien. vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous encore, à ceux que j'ai pas écrit manuellement, bonjour à tous. On va vous parler aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle IBM Cloud Code Engine, qui est une solution d'application de type serverless. Avant de parler de Code Engine à proprement parler, mon collègue Philippe, qui a une hyper vaste connaissance dans le domaine et des années d'expérience, il va vous faire une introduction sur tout ce qui est serverless et d'autres solutions telles que Knative. Et après, ça nous amène tout doucement vers la partie, disons, le cœur de la discussion d'aujourd'hui, qui est IBM Cloud Code Engine. Philippe, à toi. Merci beaucoup Alain. Donc je m'appelle Philippe Thomas, je suis architecte cloud chez IBM et bon, le but de mon intervention ici avec Alain, c'est de vous parler tout de suite rapidement en quelques slides des aspects technologiques. Donc qu'est-ce que c'est que le serverless, et puis on va aussi aborder la partie Knative ensuite, qui on le verra un peu plus tard sont au cœur du fonctionnement de Code Engine. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le serverless computing? Donc, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. On peut dater ça à peu près des années 2014. On a eu les premières expériences, je pense, avec les Lambda chez AWS. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'exécution dans le cloud. Donc, un modèle d'exécution dans le cloud, ça veut dire au même titre que les VM, les bare metal, les containers, etc. Ben, c'est un des 5 ou 6 différents moyens d'exécuter des applications. En l'occurrence, on parlera plutôt ici de fonctions, hein, de morceaux de code qu'on appelle plutôt des fonctions, qui peuvent être placées par les développeurs. Donc le but, c'est de simplifier le travail du développeur. Donc le développeur vient avec soit son bout de code, soit avec son binaire, soit avec son container, etc. Il le dépose et puis ensuite, il sera déclenché par un système d'événements qu'on retrouve. Donc, il y a quelques exemples ici sur le slide qui sont montrés, comme des requêtes HTTP, des alertes de surveillance, des événements planifiés à telle heure, veuillez déclencher un bout de code. Ou bien, par exemple, aussi des événements relatifs à des bases de données ou des emails. Enfin, ça peut être un peu tout type d'événement qui peut survenir et qui est routé vers ce modèle d'exécution. Donc, ce qu'on va déclencher, ça s'appelle généralement une fonction. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ce terme de fonction as a service, ou FAS, hein, fonction as a service, qui est souvent utilisé pour désigner ce modèle d'exécution. IBM a lui-même travaillé sur ce sujet et a sorti en 2016 une solution qui s'appelle IBM Cloud Function, qui est aujourd'hui très utilisée par un certain nombre de nos clients. Donc voilà, et qu'on avait construit à partir d'un open source OpenWhisk, voilà, qui a été aussi très populaire à un moment donné. Slide suivant, s'il te plaît, Alain. Oui, alors donc Philippe, donc quand on dit serverless, rassure-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur derrière tout ça, il y a quelque chose, non? Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, c'est serverless management qu'on devrait dire, puisque en fait, ça désigne simplement le fait qu'il n'y a pas de serveur à gérer, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de déposer son code, hein, ou son binaire, et puis de le faire exécuter sans se soucier de ce qui tourne en dessous. Donc le développeur ou les gens qui gèrent ce type de service vont avoir juste à déposer quelque chose, à pousser quelque chose, un programme, un bout de programme même, une fonction qui va s'exécuter dans le cloud. Donc là, j'ai représenté sur ce schéma les différents modèles d'exécution, juste pour situer un petit peu comment on positionne généralement ça par rapport aux autres modèles d'exécution les plus connus, hein. Donc, infrastructure as a service, container as a service, platform as a service avec Cloud Foundry, par exemple. Et puis Function as a Service, qu'on retrouve sous le nom de fonction, de lambda,
aujourd'hui sur le marché, c'est chez les principaux fournisseurs de cloud. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est que vous ne payez que ce que vous consommez. Et puis, il y a énormément d'avantages, comme par exemple la scalabilité, l'utilisation des ressources aussi est vraiment optimisée par le fournisseur de cloud. Donc en fait, tout ça, ça permet généralement un go-to-market plus rapide, c'est-à-dire quand vous mettez en production votre application et que vous démarrez votre activité, ben, ça va beaucoup plus vite, hein. On n'est pas là à se préoccuper du réseau, des VM, des containers, des clusters, etc. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, Alain, Oui, excusez-moi, il y a deux, trois commentaires dans le chat. oui. Qu'en est-il d'OpenWhisk? Alors, OpenWhisk, j'ai vu la question, j'avais noté. En fait, OpenWhisk est bel et bien vivant. Alors, juste un aparté, vous savez qu'il y a des solutions. Chaque cloud provider a son offre de serverless. Chez IBM, c'est OpenWhisk. Amazon Lambda, Google Functions, Azure, etc. Alors, IBM, depuis le début, s'est toujours collé à des solutions ouvertes et open source. Avec la prise en main de quelque chose comme OpenWhisk, vous n'êtes pas point à pied lié avec IBM. Si vous voulez prendre vos fonctions, vous les déployer ailleurs, à condition que ce soit de l'OpenWhisk, de l'open source, de l'Apache, ça fonctionne. Ça, c'est un avantage. Et OpenWhisk est bel et bien vivant, ça existe toujours, et c'est un projet de la fondation Apache. Voilà, et donc IBM Cloud Function, qui utilise OpenWhisk, continue à fonctionner. Alors, juste, donc, on était très content d'utiliser ces solutions, même chez IBM aussi. On avait pas mal de clients qui utilisaient donc IBM Cloud Function avec cette notion de serverless. Alors, j'ai mis ici deux colonnes, si vous voulez. À gauche, vous avez les avantages. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, hein? Donc, le fameux no server to manage. Du point de vue de l'utilisateur, lui, il a pas à se préoccuper de savoir quel type de machine il va devoir acheter ou quel type de machine il va devoir louer sur le cloud, quel type de réseau il va mettre en place, etc. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le scale to zero. Donc, c'est aussi une notion qu'on retrouve très souvent quand on parle du serverless, c'est-à-dire le scale to zero, c'est la possibilité de descendre à zéro, c'est-à-dire on veut rien payer si on n'utilise rien, hein, zéro, scale to zero. Et ensuite, si on scale, si on est capable de dupliquer notre application pour répondre à une demande plus forte, eh bien, à ce moment-là, on va payer en conséquence. Généralement, donc, le paiement s'effectue à la CPU, à la mémoire, au stockage utilisé. Enfin, ça dépend un petit peu des différents fournisseurs de cloud. Et évidemment, tout ça, ça conduit, toujours dans les avantages, à utiliser de plus en plus une notion autour des microservices. Donc, on voit que c'est vraiment, on va implémenter des microservices. Donc, chaque fonction ou groupe de fonctions va répondre à un besoin dans l'entreprise, un besoin business. Donc, par exemple, la facturation va être couverte par un ensemble de microservices pour constituer une petite application. Donc voilà, et ça, tout ça, géré par des événements qui vont se déclencher, qui vont déclencher des actions, donc ces fameux microservices, et on retrouve évidemment naturellement cette notion de container. Par contre, donc à droite, vous voyez, il y a une liste un petit peu de challenges autour du serverless. Donc le premier challenge qui est assez important, c'est cette notion de calcul de coût, hein. Alors, est-ce qu'il faut payer à la consommation? Ou bien est-ce qu'il faut acheter un cluster dans l'approche container as a service? Donc, il y a un calcul à faire à un moment donné pour se décider sur quelle est la meilleure solution. Le deuxième point, c'est les limites. Donc, tous les fournisseurs aujourd'hui, que ce soit IBM, AWS, Azure et les autres, fournissent des limites souvent assez contraignantes en matière de consommation de CPU et de mémoire, mais aussi d'exécution du code. Et il y a également une notion de call start aussi. Qu'est-ce qui se passe quand je scale to zéro? Donc, je suis à zéro le matin. Le premier utilisateur se pointe pour utiliser l'application web et il va loader à ce moment-là, pour la première fois de la matinée,
l'application et ça va prendre un peu de temps. Donc ça, il va y avoir un problème de performance. Et pour finir, le dernier point qui est un point aussi très très important de mon point de vue, c'est le monitoring un petit peu de différentes applications qui sont implémentées à travers des fonctions. Et comment est-ce qu'on sait, si on a beaucoup de fonctions, comment est-ce qu'on sait où on en est? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'interaction entre les différentes fonctions? Donc, d'où des outils supplémentaires comme du monitoring, du tracking, du tracing, et puis aussi pour des buts en but de debugging, on a besoin de savoir, où est-ce qu'on a un blocage. Pour slide suivant, s'il te plaît, Alain, à moins que tu aies une question. Merci, Philippe. J'ai une question de Eric. Quelle technologie de tracing vous recommandez? Alors, on va le voir un petit peu plus loin quand on va. Là, on parle de façon très très générale. Donc, quand on va aborder la partie Code Engine, justement, on propose d'emblée nous des solutions justement qui permettent de faire du tracking, du tracing, du debugging aussi et du monitoring de notre propre solution. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Alain en reparlera un petit peu plus loin. Et si on ne répond pas à cette question, je reviendrai dessus à ce moment-là. Alors, en 2018, on a vu apparaître un nouveau venu dans le monde du serverless. C'était Knative, donc, qui a été introduit par Google. L'idée, c'était, il n'y avait pas de notion de serverless dans Kubernetes, dans les clusters Kubernetes. Donc, l'idée, c'était vraiment d'introduire cette notion-là. Le but, il y avait deux raisons majeures. D'une part, c'était pour répondre à un manque, bien sûr. Et le deuxième point, c'était aussi pour faciliter la vie des développeurs, puisque Kubernetes était un petit peu jugé comme complexe par les développeurs. Donc, l'idée, c'était vraiment d'améliorer leur vie. Alors, donc du coup, on va retrouver donc dans ces environnements avec Knative, donc qui se place comme une application de Kubernetes, on va retrouver les mêmes fonctions autour du serverless. Donc voilà. Donc l'idée quand même, à un moment donné, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas essayer de réunir le function as a service, le container as a service et le platform as a service, tout ça en un seul paquet avec Knative, donc c'est assez ambitieux. Et du coup, on continue effectivement à essayer de proposer des solutions pour les développeurs, comme je l'ai dit, donc plus un code plus pertinent qui va être déployé directement, ou on verra un peu tout à l'heure comment. Et puis, plus de simplicité d'utilisation dans les environnements des clusters Kubernetes qui paraissaient un peu complexes. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, juste quelques mots, 2 slides là pour expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que Knative. Donc, globalement, on va dire il y a 3 gros composants dedans, dont un qui s'appelle le building, qui malheureusement a disparu, je pense que c'était l'année dernière, en début d'année. Donc, le building. Donc, l'idée, c'était avec le bloc serving, c'est de vraiment créer des containers à la volée et puis à partir d'applications sous forme d'images qui sont de créer des containers dans Kubernetes et puis de lancer l'application pour répondre aux événements. Les événements, eux, proviennent d'un autre bloc qui s'appelle Eventing, qui lui est vraiment l'outil de gestion des événements, des files d'attente, la persistance éventuellement s'il y a besoin, et puis de proposer un système de publish and subscribe, de publication et de canaux de publication, etc., pour filtrer les demandes et pour déclencher les containers dans la partie serving. Alors malheureusement, la partie building a disparu, alors elle est plus maintenue dans Knative, donc là après on trouve des solutions un petit peu différentes, donc d'outils autour du monde DevOps. Donc on va retrouver des outils autour du source to image et puis des outils aussi d'aide aux définitions de pipeline comme Tekton par exemple. Voilà, donc on en parlera également quand on parlera de Code Engine, on verra qu'il y a des réponses évidemment à tout ça. Alors, il y a également un autre composant qui a été placé là, qui s'appelle Istio. Donc, si vous ne connaissez pas Istio, voilà, c'est un composant magique qui à l'origine a été développé
par Google à l'origine et qui est open source aussi maintenant. Donc Knative est open source, Istio est open source. Et l'idée d'Istio, c'était vraiment de relier entre des différents microservices pour pouvoir faire un suivi, permettre une certaine sécurité, un routage aussi, et puis permettre aussi le monitoring des différents services qui participent au fonctionnement d'une application. Philippe, pardon, tu jettes un Oui. coup d'œil au chat parce que je ne sais pas comment tu articules la présentation. Si tu peux de temps en temps, est-ce que tu Oui, peux aborder? le chat. Alors non, je ne regardais pas le chat justement. Pardon, voilà. Il y a une question. On ne voit pas tellement, en fait. Oui, Moi, je vois moi, je pas ne le peux pas chat. voir le En chat. fait. Je vois pas le chat. D'accord, d'accord. Il y a les challenges en termes de design applicatif. Oui, il y a des Tu trouves challenges quelque chose, effectivement voilà. en termes applicatifs. Je vois aussi paraître le mot service mesh, c'est ça, qui parle de service mesh. Voilà, donc Istio, c'est effectivement un service mesh. Voilà. Alors, il y a pas que celui-là qui existe dans le monde aujourd'hui, mais c'est le plus connu et c'est celui qui propose le plus de fonctionnalités, voilà, y compris dans le monde de la sécurité. Les autres services mesh que je connais, par exemple, ils sont souvent limités au niveau de la sécurité. Alors, slide suivant, s'il te plaît, Alain. Donc, on a donc ce bloc de service. Donc rapidement, juste pour avoir un peu de vocabulaire dans ce que va nous présenter Alain par la suite, il y a des notions de révision donc, qui correspondent à des versions différentes de l'application qu'on est en train de déployer. Le mot service aussi est un petit peu ambigu parce qu'il y a dans Kubernetes, vous avez une notion de service qui existe. Donc là, ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment le service qui désigne l'application. Donc la configuration représente l'ensemble des révisions et aussi un petit peu comment on va gérer ces révisions. Donc on verra ça tout à l'heure dans la démo. Il y a une notion de route qui existe qui permet de dispatcher les requêtes sur différentes révisions, hein, un peu comme une approche genre Canary ou, euh, ou un routage, où on permet un routage comme ça des nouvelles requêtes ou d'une partie des nouvelles requêtes sur une version plus récente. Donc vous avez ça on le verra tout à l'heure dans la démo. Slide suivant s'il te plaît. Alors juste pour terminer donc avec cette partie Knative, parce qu'on a été un petit peu vite, c'est vrai. Il y a toute la partie eventing qui est très importante et qui a pas mal bougé l'année dernière. Enfin, j'ai un petit peu suivi ça au cours de l'année dernière. Il y a eu pas mal de changements, donc il y a à la fois du renommage de certaines fonctionnalités. Alors vous voyez ici dans le petit schéma en bas, vous voyez donc l'arrivée des requêtes sur la gauche qui arrivent sur un composant qui s'appelle le broker. Donc le but du broker vraiment, ça va être soit de permettre le triggering avec le trigger donc et des notions de subscription et de channel, permettre un filtrage pour déclencher justement des actions et donc le service qu'on vient de voir dans la partie serving qui se trouve complètement à droite et qui va exécuter la demande. Donc on retrouve des notions assez communes qu'on retrouve partout dans je dirais dans les outils logiciels d'aujourd'hui modernes et autour de Kubernetes aussi, donc channel et subscription, broker et trigger, c'est des notions donc, de producteurs autour de notions de producteurs et de consommateurs qui permettent justement d'effectuer ce dispatching, ce filtrage et de déclencher les bons services, les bonnes applications qui doivent s'exécuter. Donc voilà, pour terminer, je crois que j'ai terminé ma partie. Je vais passer la main, à moins que vous ayez peut-être quelques questions dans le chat avant que je passe la main à... Oui, Philippe, tu as une question de Yves qui dit, est-ce que la maîtrise de DDD est mandatory ou non? Alors, a priori non, mais il faudra que Yves m'explique ce qu'il entend par là. Peut-être il pourra me le dire tout à l'heure ou il pourra peut-être développer un petit peu ce qu'il entend par DDD. Domain Driven Design. Bon, mais... Domain Driven Design. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Bah, ça, je pense que Yves, tu auras ta réponse
plus tard dans la partie présentation de CodeEngine que je vais démarrer de suite. Ou peut-être pas. Dans ce cas, on reviendra vers toi ou on va voir si on a une bonne réponse à te donner aujourd'hui. Alors, CodeEngine, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme unifiée. Alors, quand je dis unifiée, on va voir plus tard dans l'architecture et dans ce qu'on propose, dans l'interface, parce que c'est une plateforme qui permet à quasiment beaucoup de types d'applications d'être déployées avec un seul point d'entrée, de façon facile, rapide et en toute sécurité. Tout est géré depuis, en fait, cette même interface qui facilite énormément la tâche par rapport à d'autres expériences avec d'autres solutions de type serverless qu'on pourrait avoir, gérer la scalabilité dynamique en fonction de la demande. Il y a du monitoring, logging intégré, le service mesh est intégré. Et on peut jouer avec les éléments des applications serverless en fonction de ses besoins de façon très aisée. C'est basé entièrement sur des technologies open source. Encore une fois, moi je dis qu'IBM a frappé fort. On a basé la solution sur des morceaux open source, des morceaux open source qui sont bien connus par la communauté et par les développeurs, qui permettent d'unifier le déploiement qui est taillé pour être en quelque sorte niveau enterprise grade, pour un déploiement au sens entreprise, avec une approche multitenante. Et la sécurité, l'accent a été mis sur la sécurité, d'accord? Donc, on est dans un environnement vraiment prêt pour la production. Donc, à quel type en fait, selon le type de développeur que vous êtes, vous pouvez trouver votre compte avec CodeEngine. Alors, si vous êtes habitué à développer des conteneurs, CodeEngine vous permet de déployer vos conteneurs depuis l'interface en tant que service as a service de serverless. Si vous êtes habitué à développer des fonctions avec ce genre de plateforme qui permettent de créer des fonctions, vous êtes toujours servi, vous pouvez toujours continuer à faire ce que vous faisiez avant. Si vous êtes habitué à développer des applications du type plateforme as a service, genre, je sais pas, sur IBM Cloud Foundry, sur d'autres plateformes Cloud Foundry, sur Red Hat OpenShift, sur la partie PaaS Red Hat OpenShift, vous ne serez pas perdu. Vous pouvez toujours déployer vos applications sur CodeEngine et également, ce qui est à mon sens très intéressant, ceux qui ont l'habitude de créer des applications de type batch. Ça veut dire que l'application commence à un moment donné, fait un traitement et se termine ensuite, une fois que le job est terminé. Bien sûr, après, il y a des recouvrements dans tous ces scénarios-là. On peut les faire peut-être tourner selon l'application qu'on fait. Il peut y avoir une partie batch, une partie pas batch, etc. En tout cas, c'est une interface qui permet vraiment de faire tout ça de façon aisée. Si on regarde vraiment si on regarde l'architecture de CodeEngine, telle que je viens de décrire, donc vous voyez ce que c'est CodeEngine grosso modo, mais vraiment grosso modo, il faut imaginer un énorme cluster Kubernetes qui englobe un certain nombre de choses. Au sein de ce cluster gigantesque, vous avez tous les éléments qui ont été décrits précédemment par Philippe. Donc, on a du Knative qui tourne, on a du Istio qui tourne. On gère les images qui correspondent à des applications qui peuvent être des applications de type multitenant, etc. Sécurisées. La sécurité est vraiment le cœur, disons, de l'architecture de CodeEngine. Et même, juste pour dire ça, même la partie qui permet de gérer, d'exécuter les images Docker, par exemple les images conteneurs du type Docker, c'est un élément qui est un élément sécurisé by design, d'accord? C'est de l'open source, mais c'est sécurisé par design. Alors j'ai rajouté à la fin de ce slide, à la fin de ce deck, d'autres slides pour décrire chacune des solutions qui sont, enfin chacun des piliers de solutions qui sont implémentés dans
dans CodeEngine. Je pense que ça sera disponible dans le replay. Donc, vous allez avoir des noms comme, bien sûr, Knative, Tekton, Kaniko, Paketo, etc., qui sont déployés ici. Et donc, à gauche de l'écran, vous voyez que vous avez des niveaux de contrôle différents, un contrôle très accru ou jusqu'à une facilité et rapidité de développement et déploiement d'applications en tant que développeur. Que vous soyez un développeur de fonctions, d'applications de type, quelle que soit l'application, des batchs ou des conteneurs. Donc, tout le monde est servi. Et finalement, côté utilisateur final, l'utilisateur final de l'application, en haut à droite de l'écran, pour lui, ça revient au même. Il ne voit que son application et tout ce qui est la partie sous-jacente, la complexité de la partie sous-jacente est cachée. Alors, on l'appelle serverless 2.0. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans toutes les solutions serverless proposées aujourd'hui sur le marché, il y a des limitations. Donc, ce qu'on appelle le serverless 1.0. D'accord? Donc, il y a de l'escalabilité, bien sûr, il n'y a pas de gestion d'infrastructure, vous payez à l'usage. Donc, tout ça, c'est génial, c'est correct, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ce que fait CodeEngine, c'est que ça élimine pas mal les limites, vraiment pas mal. Donc ça laisse peu de chance à ce que vous dépassiez les limites de ce qui est proposé dans l'interface. Et en plus, ça vous permet de gérer vos applications en intégrant des services qui sont quand même, parfois c'est un peu plus complexe à mettre en place avec des applications de type serverless, tout ce qui peut être data processing, machine learning, analytique, etc. Donc ça nous donne une solution qu'on appelle serverless 2.0. Voilà pourquoi dans notre jargon, IBM a appelé CodeEngine serverless 2.0. Ça, c'est la petite explication pour ce nommage. Alors, grosso modo, ce qu'on doit retenir de CodeEngine, c'est que c'est une plateforme qui permet de déployer n'importe quel type d'application, conteneur, batch, source, fonction, sur une plateforme unifiée. On s'en fout de la partie provisionnement, configuration, la gestion de la sécurité, la gestion de l'infra. Et ça va être des clusters, des certificats, etc. On s'en fout de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on déploie son application et l'application est disponible pour l'utilisateur final à la fin. C'est tout. Et on ne paye que pour l'usage qu'on fait, le temps d'exécution de l'application. On ne paye pas un centime de plus, ni avant, ni après. Donc, ça, c'est ce que vous devriez retenir de CodeEngine. Alors, je vais passer, quelle heure il est? Je regarde l'heure, il est 14h01. Donc, je vais passer sur l'interface de... Oui? Philippe, 2 secondes avant Oui. on va essayer de passer vite fait avant la petite démo. Oui. Quelques questions. Il y a une question de Eric. Oui. Que IBM Cloud proposait du function as service avec OpenWhisk. Est-ce que maintenant on est plus dans la stratégie de préconiser l'utilisation de Knative avec Knative? Alors, Knative qui est dans CodeEngine, déjà c'est transparent. Vous ne voyez pas la partie Knative dedans, premièrement. Deuxièmement, à aujourd'hui, je n'ai pas d'informations, ça m'engage comme moi, je n'ai pas d'informations comme quoi OpenWhisk va être mis de côté ou va être déprécié. Ce que je sais à aujourd'hui, c'est que OpenWhisk va être en version Global General Availability à la fin du mois, donc fin du mois, qui va être disponible actuellement en mode bêta, va être disponible pour tout le monde. Si dans X temps, OpenWhisk disparaît, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée ou information. En tout cas, il y a des clients qui l'utilisent. Disons, la stratégie d'IBM n'est pas de couper l'herbe sous les pieds des clients. S'il y a des gens qui l'utilisent, il va y avoir bien sûr une continuation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à Et je ce pense moment. aussi, je peux dire aussi que, bien sûr, les tarifs seront un petit peu différents. Il y aura des tarifs différents par rapport à ce qu'on connaît actuellement
donc là, dans la IBM Cloud Functions. Donc, bon, voilà, après, on a de nombreux clients qui l'utilisent, IBM Cloud Functions, donc ça va continuer à exister, enfin, de mon point de vue. Voilà, voilà. Ok, merci à tous les deux. Question de Yves, est-ce que CodeEngine est compatible avec OpenShift? Alors, CodeEngine, question très intéressante. CodeEngine tourne sur un Kubernetes, d'accord? Donc OpenShift, c'est du Kubernetes. Là, on est d'accord. Aujourd'hui, CodeEngine tourne sur Kubernetes basse, point. Donc, c'est tout ce qu'on devrait savoir. Si ça tourne sur OpenShift ou pas demain ou après-demain, ça peut arriver, on ne sait pas. Mais au niveau de l'utilisation que l'on peut faire de CodeEngine aujourd'hui, ça ne change rien. Pour l'utilisateur final, en fait, l'idée derrière le CodeEngine, c'est que l'utilisateur final ne doit même pas savoir ce qu'il y a derrière. Ils veulent du serverless, ils veulent déployer une application, un conteneur, une fonction, un batch, ils le déploient et c'est utilisable, c'est déployable et c'est facturé à l'heure, à la minute, à la seconde. Voilà, c'est tout. Donc, si on présente l'architecture, c'est pour que vous ayez une idée de l'architecture, mais en fin de compte, que ce soit Kubernetes pur ou OpenShift, au point de vue d'IBM, pour l'instant, aucune importance. Faut voir ça comme du serverless as a service, hein, donc Voilà. vous n'avez pas accès vraiment à ce qui se passe dessous. Maintenant, moi, je dirais qu'un container qui s'exécute dans du Kubernetes, ben, peut tourner aussi dans de l'OpenShift. Voilà. Après, Voilà. Alors, je me relogue sur l'interface Cloud IBM. Donc, pour ceux qui sont habitués de voir l'interface, voilà, la page d'accueil de votre dashboard. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ben voilà, bienvenue. Donc, sur ce dashboard, vous avez une entrée à part entière pour la partie CodeEngine. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez sur la page d'accueil de CodeEngine, comme toutes les pages d'accueil des solutions d'IBM ont été homologuées, en quelque sorte, vous avez une partie qui est juste démarrer rapidement avec la solution, qui est la partie haute de l'écran. Et après, en bas, vous avez de la documentation, des exemples et de l'explication diverses et variées, très intéressantes même, et des tutoriels. Et donc, la page d'accueil de CodeEngine, c'est ça. Vous avez ce disclaimer qui dit bêta. Donc, il y a des limitations liées à cette version qui est en bêta toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera non bêta à la fin du mois avec des fonctionnalités qui seront rajoutées, qui viendront enrichir CodeEngine au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser en non bêta dès aujourd'hui, dès la fin du mois, mais sinon en version bêta dès aujourd'hui. Alors, avec la version bêta, il y a quelques limitations. Par exemple, on a des notions du type projet. Alors, un projet, c'est un endroit où on met tous ces codes, toutes ces fonctions, etc., etc. Donc, pour le moment, les projets, vous ne pouvez en avoir qu'un. Et dans le projet, la durée de vie de votre projet est limitée. Mais ça va changer encore à la fin du mois. Et donc, au sein d'un projet, vous pouvez avoir des applications du type divers et variés, les applications qui sont permises de faire dans CodeEngine, et vous pouvez aussi créer des jobs, d'accord? Donc ça, c'est pour la partie interface générale. J'ai créé deux démonstrations, j'ai fait deux démonstrations que j'ai enregistrées en mode vidéo pour, premièrement, pour pouvoir faire fast forward pendant la phase d'exécution, et deuxièmement, pour m'épargner éventuellement le cas d'écran bleu qui peut arriver à tout un chacun. Donc la première application que je vais vous montrer comment ça a été fait, en fait, hop, pourquoi ils m'ont fait ça? Alors, donc ici, vous voyez, alors pas ici, je baisse ça. Par exemple, j'ai du code dans mon GitHub, d'accord? Donc, j'ai déjà du code dans mon GitHub, GitLab, etc. C'est compatible GitLab. J'ai du code déjà créé ou j'ai piqué le code de mon voisin, etc. parce que j'aime bien ce code et je veux le déployer en tant qu'une application serverless dans CodeEngine. Donc, ce que j'ai à faire, excusez-moi, je reviens là. Ce que j'ai à faire, c'est de lancer la vidéo. Je coupe le son. Et donc, ici,
Donc, vous voyez que dès la page d'accueil, je peux créer mon application. Donc, je vais dans mon repository, je copie-colle, je donne le lien de mon application, je choisis si c'est une application, si c'est un job, etc. Je donne un nom que je choisis, c'est un nom unique dans mon espace projet. Donc, je dis que je suis en train de créer, de bâtir cette application à partir d'un code source. Je vérifie que mon code source est bien mentionné. Je dis de quel... Attendez, je fais un stop parce que ça va un peu vite. Donc ici, je dis, voilà, je vérifie. Je suis toujours dans mon repo GitHub. Je dis de quelle branche il s'agit parce que je peux avoir différentes branches. Et je dis de quel contexte dans mon GitHub, dans mon arborescence de l'application dans GitHub, dans quel contexte je suis. Par exemple, là, je suis à la racine de ma branche master. Donc une fois que j'ai vérifié tout ça, je vais cliquer sur Next. Il y a un wizard qui est assez sympa. Alors je dis, est-ce que je veux créer une application qui va donner naissance à une application de type Dockerfile ou Cloud Native Build Pack? En fonction de ça, les options que je vois ici, ça change. Je peux définir des paramètres du type timeout, le type de CPU ou de mémoire que je veux mettre derrière mon application. Et une fois que j'ai vérifié tout ça, alors je définis encore. Alors, à ce stade-là, quand je fais Next, je dois être connecté, par exemple, parce que je crée un Dockerfile. Donc, je crée une image Docker. Donc, il faut que je sois aussi connecté à un registre d'images. Là, je me connecte au registre d'images d'IBM aux États-Unis. Pour l'instant, le service que je vous montre, c'est basé aux États-Unis. Vous pouvez tout de même créer votre propre registre d'images, par exemple, sur le IBM Cloud. Il y a un service, un composant qui vous permet de créer ça. Et vous pouvez le faire très bien avec votre propre ou de votre entreprise, quelque chose de privé ou quelque chose de personnel. Mais là, en tout cas, je me connecte au registre d'images d'IBM. Bien sûr, j'ai fait la partie configuration et connexion au préalable. Il y a quelques règles à avoir. Il faut créer un identifiant Access Management, etc. Mais une fois que j'ai fait ça, donc il y a des choses qui ne sont pas permises quand vous faites, par exemple, si vous faites des tags ou ce genre de choses. Donc une fois que vous avez respecté tout ça et vous avez vérifié que tout est bon, vous pouvez encore avoir la main pour changer des paramètres de type runtime et tout ça. Et vous cliquez sur déploiement. Et là, je vais accélérer. Alors, avant d'accélérer, vous voyez que pour l'instant, il y a 0 instance de mon application et le build qui est en cours, c'est en train d'être préparé. Donc, il y a des choses qui se passent derrière physiquement sur la machine côté serveur sur le cloud. Donc, il y a une machine qui est provisionnée, etc. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Ça ne se fait pas une seconde, mais ça ne se fait pas un laps de temps très long non plus. Vous voyez, la totalité de la vidéo, c'est 3 minutes et demie. Donc, en même temps, je peux aussi vérifier tout ce que j'ai comme paramètres à setter sur mon application, que je peux, par exemple, modifier. Si je n'ai pas déjà modifié, je peux modifier plus tard pour créer une nouvelle version de mon application. Donc, vous voyez que maintenant, l'étape de build est finie. En fait, la plateforme est à l'étape de déploiement de mon application. Donc, le build est en train d'être déployé. Donc, j'avance encore. Voilà. Donc, vous voyez, alors, quelque chose d'important et sympa, c'est que ici, ça devient vert, c'est ready. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle Application URL. Alors, parfois, vous pouvez avoir un ready ici et l'URL n'est pas encore visible. Donc, vous dites, ah, ça n'a pas marché. Mais en fait, si, il faut attendre quelques secondes et ça apparaît. Et donc, à partir de ce moment-là, mon application est ready. Donc, vous pouvez faire un genre de pseudo curl, par exemple, pour votre application pour voir si ça a fonctionné ou pas, qui est là. Donc, vous voyez, j'ai une réponse de mon application. Sinon, vous cliquez sur l'URL de l'application et vous voyez que je tombe sur l'interface assez simple de mon application qui simule en fait une application de chat dans des espaces de chat genre privé. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais partager. Une Oui. petite question, est-ce qu'on peut vérifier que ton application est bien en HTTPS? Alors, très bonne question.
Oups. Tu vas juste sur l'URL Ouais. en haut là. Alors j'en ai plusieurs. Je vais voir celle-là. J'ai fait plusieurs Ah, mais tests. voilà, sur ton application. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est HTTPS. D'accord, très bien. Voilà. Il y a le verru. Oui, oui. Oui, merci Catherine. Il y a le verru dans le browser. C'était pas la peine de voir le HTTPS. Merci. Oui, oui. Heureusement que Catherine est là. Merci Catherine. Alors, autre chose que je peux faire, donc une fois que j'ai une application, donc vous voyez, je suis dans mon application, je peux par exemple modifier les paramètres de build. Je peux modifier des paramètres de type instance, etc., CPU, vCPU, etc. Rajouter des environnements de variables si je veux, et je peux créer une nouvelle version. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand vous faites une nouvelle version d'une application, comme c'est fait intelligemment, pendant le laps de temps qu'il y a une nouvelle révision de votre application en cours de déploiement, l'application de l'instance N, donc N plus 1 en cours de déploiement, l'application instance N est toujours disponible. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa que vous pouvez constater de vous-même si vous faites des tests dans CodeEngine. Euh, un autre, euh, un autre exemple très simpliste que j'ai fait rapidement pour pouvoir vous le montrer en vidéo, c'est je veux partir sur une image existante de Docker. Donc là, bon, je suis feignant, je prends le truc de base fourni par l'équipe de CodeEngine, je crée une application basée sur leur propre image. C'est encore plus facile que ce que je vous ai montré. En quelque sorte, il y a quelques clics en moins pour créer son application dans ce cas-là. Et on met l'image, on a toujours les mêmes paramètres à gérer. Et bon, c'est une application simpliste, mais en moins de temps, en 1h10, mon application, en 1 minute 10, excusez-moi, mon application est provisionnée. Et donc, vous voyez, j'ai accès à l'interface de l'application. Je peux toujours interroger l'application depuis la partie qui fait un pseudo-curl de l'application dans l'interface interne de CodeEngine. Et j'ai accès à mon application. Alors, je ferme cette vidéo-là aussi. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses que je voulais vous dire dans mon projet? Qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Alors, question sur log. Il y avait une question sur log. Alors, de façon, disons, standard en CodeEngine, si vous voulez rajouter un log, c'est quelque chose le logging, c'est très facile pour faire le logging de vos applications. En fait, vous activez un composant de logging qui s'appelle LogDNA, qui est disponible c'est un produit tiers, mais c'est disponible sur le cloud IBM. Donc, vous activez ce composant LogDNA et vous pouvez le connecter avec vos interfaces, avec vos applications CodeEngine. Donc, ça, c'est pour revenir à la question du log. Et juste aussi, on utilise Istio à l'intérieur de CodeEngine, donc on a la possibilité d'accéder aussi aux informations propres à Istio, donc pour faire par exemple des topologies, pour voir des topologies, pour tracer les différentes applications, voir leur temps de réponse, connaître les erreurs des différentes requêtes, et puis pour faire des topologies applicatives assez facilement. Voilà, voilà. Euh, donc, pour revenir à ma présentation, donc, dans ce deck que je ne vous partage pas, mais vous aurez dans le replay, j'ai mis quelques liens si vous voulez aller plus loin. Déjà, depuis l'interface IBM Cloud, vous avez le lien vers la documentation CodeEngine standard de IBM Cloud qui vous donne des exemples pas à pas. Vous copiez-collez l'exemple, vous faites avec vos propres codes, vos propres conteneurs, etc. Mais vous copiez-collez le truc et ça marche et vous voyez que c'est assez facile. Il y a un exemple assez simple, enfin il y a 2-3 exemples assez sympas. Il y en a un que j'ai trouvé ce matin d'ailleurs. Il y a un exemple d'analyse, ça c'est pas sur le site IBM Cloud, c'est sur les forums ou les blogs d'IBM. Vous pouvez, par exemple, créer une application collée avec un service de l'IA IBM Watson, par exemple, pour faire de l'analyse du texte et utiliser, par exemple, un service de storage, Cloud Object Storage, avec un service de Watson pour faire un traitement d'analyse du texte, une application de type serverless. Vous avez accès au code et à la description ici. Vous pouvez faire la même chose avec de l'IA, mais cette fois-ci avec de l'open source, donc TensorFlow. Vous pouvez faire par exemple classification d'images
avec l'IA TensorFlow, vous avez l'exemple, le code et tout ça ici. J'ai vu un truc ce matin que je trouve hyper sympa, une application serverless qui fait du scan pour détecter des virus. Pareil avec CodeEngine, donc l'exemple, vous pouvez l'avoir sur ce lien-là. Et sinon, il y a ce lien-là, GitHub public IBM, IBM/CodeEngine, où il y a tous les exemples, enfin, il y a tous les exemples. Il y a pas mal d'exemples pour faire une application Hello World jusqu'à un batch, jusqu'à ce que vous voulez, des applications de type container ou autre, pour voir, vous pouvez prendre le code, vous pouvez le forker, vous pouvez télécharger pour voir comment c'est le code et faire vos propres expériences avec CodeEngine. Donc aujourd'hui, en backup, fin du mois en GA, comme on dit, dans ce deck, j'ai décrit aussi en backup le jargon utilisé dans CodeEngine, les avantages. Euh, il y a des liens vers ce que j'avais posté sur le site programmé sur le blog d'IBM. C'est les explications en français, si vous voulez. Sinon, la documentation en ligne est excellente. Et quels sont les exemples, par exemple, de ce qu'on peut, disons, faire avec les types de workload qu'on peut faire avec CodeEngine. Des scénarios différents de types d'applications et d'architecture, bien sûr, grossière d'applications qu'on peut prévoir. Et juste un aspect un peu compétitif. euh, la seule chose, en fait, je vais passer rapidement sur ce slide-là, mais celui-là, ce que vous voyez, c'est que euh, jusqu'ici, on était sur enfin, OpenWhisk, etc. C'est parfait, c'est génial, c'est sensationnel de mon point de vue. Mais CodeEngine frappe très fort parce qu'avec CodeEngine, par exemple, si on regarde un de nos concurrents, avec CodeEngine, on regroupe en un seul endroit euh, quelque chose qui est équivalent à 3 services différents sur un cloud concurrent. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de génial. Et on limite pas mal, on enlève pas mal les limites aussi. Et ce que je sais, c'est que je pense côté tarifaire, on va être assez concurrentiel aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser CodeEngine à gogo. Un slide sur les internals de CodeEngine tel que Philippe vous a expliqué très très bien en début du talk sur tout ce qui est Knative, etc. Et vous voyez un peu plus en détail ce qui est interne au CodeEngine et les éléments qui sont là pour créer telle ou telle chose, par exemple comme Canico ou comme Paketo. Et après, un lien vers chacun de ces composants essentiels et principaux Et open source. qui sont et open source, merci, absolument, open source, Tekton, Shipwright, Paketo et Canico. Voilà, moi j'ai terminé Ok, mon Alain. tour. Une Voilà, question de Patrice. Sur le premier exemple que tu as donné, Alain, oui. Patrice demande quelle est la différence avec Heroku. Alors, Heroku, c'est du pass, que je sache. Sauf si ça a évolué depuis. C'est du pass et on a aussi comment dire, on a notre pass sur la partie IBM Cloud qui est basée sur Cloud Foundry, Heroku et Cloud Foundry, que je sache. Euh, alors, Heroku, est-ce que Heroku fait des choses aussi serverless de leur côté? Je ne connais pas en détail leur offre, mais faire une application de type plateforme as a service ne veut pas dire que c'est une application serverless. Les avantages du serverless, c'est vraiment payer à la milliseconde près et avoir une tâche qui est activée à un moment dont on a besoin et qui est inactive au moment où on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si Philippe faut rajouter quelque chose. Voilà, mais pour moi, c'est ça. Non, c'est tout à fait ça. Moi, je connais bien beaucoup dans le passé. Effectivement, on avait, avec notre offre Cloud Foundry, voilà, puis on a utilisé, je pense aussi, des build packs qui venaient des recours dans Cloud Foundry. Donc et qu'on réutilise, qu'on peut aussi réutiliser comme l'a présenté Alain. On peut réutiliser donc ces fameux build packs avec Paketo dans l'approche
dans l'approche Code Engine. Voilà. Oui. Mais voilà, alors après, à ma connaissance, moi non plus, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une approche serverless dans beaucoup. Voilà, ce qu'on essaye de faire avec Code Engine, comme l'a dit Alain, c'est de couvrir les trois modèles d'exécution, à la fois donc du platform as a service, du container as a service et puis du function as a service, tout c'est du 3 en 1 en fait. Mhm. C'est ce qui Oui, oui. permet effectivement d'avoir une approche assez intéressante et très compétitive par rapport aux autres offres du marché aujourd'hui, puisque il y a aucune offre a priori qui fait ça. Ok, merci à tous les deux. Patrice te remercie, Alain, pour la réponse sur Eurocon. Je ne vois plus d'autres questions. Apparemment, il avait une question, mais M. Youssef lui a répondu. Oui, Youssef, merci pour la réponse. Pas Youssef. Bon, il y a des commentaires de Yves, très prolifiques à l'heure de la digestion. Voilà, mais donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais manger, voilà. Donc, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc merci à Alain, merci Philippe. Et sinon, merci également à tous les participants qui étaient avec nous cet après-midi présents. Un replay sera mis à disposition donc très très rapidement sur la chaîne YouTube. Alors, attends, Philippe, il y a une question de William Gerzeder qui dit cluster gigantesque, ça a l'air cher. Quelle dimension faut-il avoir? Alors, William, tu n'as pas à penser à dimensionner quoi que ce soit. C'est la plateforme qui est gigantesque, c'est pas ce qui est facturé qui est gigantesque. La plateforme est gigantesque pour pouvoir répondre à la demande. C'est pas parce que IBM a vu large, c'est tout. C'est pas en fonction de ça que les applications seront facturées. Il paiera en fait à l'exécution, c'est-à-dire c'est des 0,00, je crois qu'il y a 2 ou 3 zéros, je ne sais plus, de dollars par milliseconde utilisé dans son application. Il y aura un peu de mémoire, il y aura un peu la même chose avec des centimes de centimes qui seront facturés. On n'a pas à dimensionner de cluster. Ok, je pense qu'on n'a plus de questions. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. Et puis, le replay à disposition très rapidement. Je vous laisse conclure, Alain et Philippe. Moi, je remercie de votre participation, votre patience. Philippe, si tu veux dire quelque chose. Non, mais si jamais vous avez d'autres questions complémentaires, on est joignable. Je crois qu'on a nos emails quelque part dans la présentation. Donc, Alain et moi, on est joignables pour répondre à d'autres questions plus précises ou même à discuter avec vous sur ces sujets qui nous passionnent. Avec plaisir.